Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire du montage, de l'électricité pour mettre au point un inverseur de source de qualité mais aussi sécurisé. Donc c'est très important dans une installation photovoltaïque d'avoir un inverseur de source sécurisé et qui va durer dans le temps. Allez, on y va. Il y a un an environ, j'avais monté cet inverseur de source que j'avais acheté sur AliExpress, une vingtaine d'euros, 25 euros. Et il se trouve qu'il y a quelques jours, eh bien, cet inverseur de source s'est mis à arrêter de fonctionner. Je vous avais montré dans une précédente vidéo un problème de gâche. Donc il y a deux gâches à l'intérieur, mécaniques, qui pivotent de cette manière pour passer d'un réseau à l'autre. Donc on a des contacts qui sont relativement violents à chaque passage d'un réseau à l'autre. On passait du réseau solaire à Enedis automatiquement. Cela dit, il a très bien fonctionné pendant 11 mois. C'était transparent. J'ai remis exactement le même en attendant de changer mon inverseur de source. Il se trouve que celui que je viens de mettre doit mettre un peu plus de temps à fonctionner puisque nous avons des micro-coupures lorsque l'inverseur de source bascule. Il y a un an, lorsque j'ai mis en place cet inverseur de source, je vous l'avais signalé, je mettais cet inverseur de source de façon temporaire, en attendant de trouver un système qui soit fiable et sécurisé. Malheureusement, comme tout le monde, quand ça marche, on fait autre chose, et puis on oublie jusqu'au moment où ça déconne. Et là, on est bien dans l'obligation de trouver une solution. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir, j'ai décidé de vraiment mettre en place un inverseur de source automatique qui soit fiable et fiable dans la durée et de qualité. Pour ce faire, je vais utiliser des contacteurs inverseurs avec une sécurité mécanique. Je viens de recevoir mon contacteur inverseur que j'ai trouvé sur internet en cherchant. Donc c'est du déstockage de chez Schneider. Je l'ai eu pour 110 euros, donc c'est une très bonne affaire. Sachant que ce genre de contacteur inverseur coûte plus de 200 euros en prix public. Donc je vous invite à chercher sur les sites de petites annonces, même en occasion, pourquoi pas, en occasion récent ou en déstockage, parce que c'est quand même pas donné. Évidemment, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de prix qu'un inverseur chinois, qui lui coûtait 25 euros. Là, on est plutôt dans les 200 euros si on achète au tarif plein pot. Donc essayez de trouver, en cherchant un peu, on peut trouver des contacteurs. Après, moi j'ai pris du Schneider Electronic parce que c'était juste l'opportunité d'avoir ça. Ça aurait été du Legrand, ça aurait été pareil, ou une autre marque, peu importe. Mais je vous conseille quand même fortement de rester dans des marques connues pour éviter tout problème et pour être sûr de la qualité. Donc on va déballer ça. Donc là, déjà, ça fait son poids. Là, on est sur 2 kg d'inverseur. On a quand même 2 kg. L'inverseur chinois, lui, pèse moins de 500 grammes. Donc on sent bien qu'il y a énormément de plastique dans l'inverseur chinois. Au niveau des contacts, on n'est pas dans la qualité. Ce n'est pas du tout, vous allez voir, ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Et on sent que là, on a quand même un poids beaucoup plus conséquent. Bon, alors je ne suis pas en train de vous vendre des contacteurs au poids, mais quand on a de la masse comme ça, 2 kg de contacteurs, on sent quand même qu'il y a du métal à l'intérieur. Quel est le principe de ces contacteurs? Donc là, en gros, sur ce genre de contacteur inverseur, on a deux contacteurs, un premier et un deuxième, sur lequel je vais venir brancher mon système solaire sur celui-là et mon réseau Enedis sur le deuxième contacteur. Une chose importante quand on fait un inverseur de source pour être totalement sécurisé, eh bien, c'est le verrouillage mécanique donc, qui se trouve au milieu des deux contacteurs, qui empêche d'enclencher les deux contacteurs en même temps et d'envoyer le 220 volts ou le 230 volts dans la maison avec deux synchronisations différentes. Donc le verrouillage mécanique qui se trouve au milieu est pour moi totalement indispensable en cas de défaillance des relais internes des contacteurs.
puisque si on n'utilise que 2 contacteurs sans verrouillage mécanique, ça peut très bien fonctionner, hein, c'est pas le problème, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est si un jour vous avez un contact qui reste collé, il y a un fort risque d'envoyer les 2 sources en sortie des 2 contacteurs. Et là, c'est là que ça va poser problème. Donc moi, je préfère prévoir dès le départ un verrouillage mécanique qui empêchera de toute façon de mettre les 2 sources en contact. Sur ce contacteur chinois, je vous avais montré son fonctionnement. Donc on basculait d'un réseau à l'autre. Ça faisait en fait pivoter des lamelles, des pattes, pour passer du premier réseau ici au deuxième réseau en bas. Donc ça faisait un déplacement quand même assez important. Il y avait une grande course, une grande marge de course pour faire basculer les réseaux. Ce système avait l'avantage de ne pas mettre les 2 réseaux en connexion, puisque dès que les 2 lamelles, les 2 pattes commençaient à décoller, le premier réseau était déconnecté et il fallait attendre d'arriver sur ma deuxième source pour reconnecter le réseau. Donc là, en gros, on n'avait pas de risque de connexion entre les 2 réseaux. Sur ce genre de contacteur, nous avons que des contacts indépendants. Donc sur chaque contacteur, on a 3 contacts, puisque à la base c'est prévu pour connecter du triphasé. On rentre nos sources par le haut, par exemple, et on les ressort par le bas. Par défaut, au repos, le contact n'est pas activé. De la même manière, sur le deuxième contacteur, c'est le même principe. Premier problème par rapport à l'inverseur de source chinois, c'est que dans ce genre de contacteur inverseur, les 2 contacteurs sont indépendants. Et donc, on peut théoriquement avoir un problème avec l'un ou l'autre des contacteurs. Pour remédier à ce problème, eh bien, nous avons le verrouillage mécanique au milieu qui empêchera d'enclencher le deuxième contacteur si le premier est activé. C'est une sécurité. Je vous montre. Donc, on a les petits caches, on enlève les petits caches. On peut verrouiller un des contacteurs pour éviter qu'il s'enclenche. Et par défaut, eh bien, on a ces 2 contacteurs qu'on peut enclencher. Donc, manuellement, si on pousse, ça active les 3 contacts du premier contacteur. Et si on lâche, évidemment, le contact ne se fait plus. De la même manière sur le deuxième, si on pousse le contact, ça met en contact les 3 entrées ici pour ressortir par en bas. Mais alors vous me direz donc, sur des contacteurs indépendants, on peut très bien appuyer aussi sur le premier, qui laisserait passer évidemment le courant en sortie et mettrait les 2 réseaux en contact. Eh bien, avec le verrouillage mécanique, il est impossible d'appuyer et d'activer les contacts s'il y en a déjà un qui est enclenché. Donc ça, c'est quand même indispensable, parce que s'il y a un problème, eh bien, vous n'aurez jamais vos 2 contacteurs qui sont actifs en même temps. Si on appuie sur le premier contacteur, eh bien, de la même manière, on ne pourra pas enclencher le deuxième contacteur. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça nous arrange. Niveau sécurité, là, on est top. Je vous propose ce petit schéma des contacteurs, du fonctionnement des contacteurs fournis par le fabricant. Donc c'est un schéma de principe, hein, qui montre que au repos, donc quand ces contacteurs ne sont pas alimentés, eh bien les 3 contacts par contacteur sont ouverts. Ils sont ouverts et pour les fermer, eh bien comment ça se passe? On a une bobine en A1, A2, donc qui se trouve ici, A1, A2, qu'il faut alimenter pour pouvoir fermer les contacts. Donc on a une bobine en A1, A2 sur le premier contacteur et on a une deuxième bobine sur le deuxième contacteur. Si on alimente directement A1, A2 en 230 volts, ça ferme les contacts et les entrées se trouvent connectées aux sorties directement. Et de la même manière, si on alimente le deuxième contacteur en A1, A2, eh bien de la même manière, ça va permuter, ça va fermer les contacts et connecter les entrées aux sorties. Si on alimente les 2 contacteurs en même temps, A1, A2, si on commence par exemple par le premier, on l'alimente, il va fermer ses contacts. Et si on vient alimenter le deuxième en A1, A2, grâce au verrouillage mécanique, eh bien, le contact ne se fermera pas.
pour éviter justement de mettre en contact les deux sorties. Nous avons d'un côté les contacts de puissance pour faire passer notre énergie, et devant, ici, nous avons un petit bornier qui permet donc en A1, A2 d'alimenter la bobine. L'alimentation de la bobine sur ce modèle est en 230 volts, donc ce qui m'arrange bien puisque je récupère le même fonctionnement que sur l'inverseur de source chinois. Donc moi, quand je vais avoir du 230 volts à arriver sur la bobine, sur le premier contacteur, il va se fermer automatiquement, il va être prioritaire. Et nous avons deux autres relais sur ce contacteur. Nous avons un normalement fermé et un normalement ouvert. Donc par défaut, il y a un contact qui est fermé et un contact qui est ouvert. On verra l'utilité de ce genre de relais sur ce contacteur. Et on a exactement la même chose sur le deuxième contacteur. Voyons ensemble les trois états de fonctionnement de ce contacteur. Au repos, donc sans alimenter les bobines. D'un côté, on aura notre système solaire en 230 volts qui va arriver sur le premier contacteur et Enedis sur le deuxième contacteur. Donc au repos, si on n'alimente pas les bobines A1, A2, donc les deux bobines, si rien n'arrive sur ces bobines, eh bien aucun des contacts ne se fait. On a juste effectivement le petit relais en 21-22 qui lui est normalement fermé. Donc, par défaut, ce petit contact est fermé lorsque le contacteur n'est pas en route. Et on verra par la suite l'utilité d'avoir un contact comme ça. Là, je vous propose un comportement que je souhaite. Lorsqu'on alimente, on a notre 230 volts en solaire et notre 230 volts en Enedis. Moi, je voudrais que le premier contacteur dédié au solaire s'enclenche, mais pas celui d'Enedis. Donc s'il s'enclenche, donc on aura une alimentation en A1, A2, mais il ne faut pas que la bobine Enedis A1, A2 à droite soit alimentée pour ne pas fermer les contacts. Donc si notre réseau solaire est actif avec 230 volts, donc on aura bien notre réseau solaire qui fournira l'alimentation dans la maison. Dans ce système, moi je voudrais basculer sur Enedis uniquement quand il n'y a plus de 230 volts sur mon arrivée du contacteur solaire. Comment on va faire ça? Eh bien, je vous propose ce petit schéma qui va utiliser les petits relais en façade. Lorsque je n'ai plus de 230 volts à l'arrivée de mon contacteur solaire, eh bien, on est d'accord, le contacteur va être au repos et donc la bobine A1, A2 de mon contacteur solaire ne sera plus alimentée et ainsi les contacts seront ouverts. Ça, on est d'accord et l'électricité ne passera plus. De l'autre côté, sur notre deuxième contacteur Enedis, là c'est le contraire. Ce que je souhaite, c'est que la bobine A1, A2 soit alimentée pour fermer les contacts et ainsi fournir l'électricité à la maison. Comment est-ce que je peux faire ça tout en gardant la priorité au solaire? Eh bien, c'est donc de brancher la phase d'arrivée Enedis sur une des premières pattes de ma bobine, donc en A1. Et par contre, je ne branche pas le neutre directement à ma bobine, sinon mon réseau solaire ne sera pas prioritaire. Ce sera soit le réseau solaire, soit Enedis, mais de façon aléatoire. Donc pour garder la priorité au réseau solaire, eh bien, je vais aller brancher mon neutre Enedis sur le contact 21-22, donc qui est un relais normalement fermé et qui va laisser passer l'électricité pour arriver en A2 de ma bobine Enedis et ainsi faire fonctionner mon deuxième contacteur. Si je n'utilise pas ce petit relais 21-22, eh bien le problème c'est que si Enedis est enclenché et que mon système solaire fournit à nouveau du 230 volts, eh bien je vais rester sur Enedis tout simplement parce que mon contacteur Enedis sera enclenché et comme on l'a vu avec le verrouillage mécanique, l'autre ne pourra pas s'enclencher. Quand l'électricité 230 volts reviendra sur mon premier contacteur, le petit relais en 21-22 de mon premier contacteur s'ouvrira et ainsi ne laissera plus passer l'électricité pour alimenter la bobine Enedis. Donc là, je vous propose mon petit schéma de câblage. Donc avec la phase et le neutre de mon réseau solaire qui arriveront sur le premier contacteur, avec la bobine directement alimentée avec ce 230 volts,
Donc, ce qui permet d'avoir le réseau en priorité, le réseau solaire en priorité. Dès qu'il y a du 230 volts, le contacteur se met en route. Dès qu'il n'y a plus de 230 volts, le contacteur se coupe. Et de l'autre côté, on a notre arrivée Enedis, du réseau Enedis, avec de la même manière une entrée de la phase du réseau Enedis et le neutre. La bobine A1, A2, elle, est alimentée d'un côté par la phase de notre réseau Enedis, donc ça ne change pas. Par contre, le neutre de notre réseau Enedis passe par le relais du premier contacteur qui est normalement fermé et qui ressort avant d'attaquer la bobine du deuxième contacteur Enedis. En sortie, on branche nos deux réseaux, nos deux sorties en parallèle pour fournir l'électricité de la maison. Donc ce montage permet au réseau solaire d'être prioritaire sur le réseau Enedis. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de câbler cet inverseur de source, ou ces deux contacteurs, et puis de mettre en application, voir si tout fonctionne bien. Ces contacteurs ont un temps de basculement qui est de l'ordre de 10 millisecondes, plus ou moins 10 millisecondes en fermeture et en ouverture. Donc on verra, j'espère qu'il n'y aura pas de micro-coupures entre les deux réseaux. Donc ça me paraît être une bonne solution pour fabriquer un inverseur de source automatique. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de choisir des contacteurs de marque et de qualité pour éviter de retomber sur ce genre d'inverseur de source de piètre qualité où il y a beaucoup de plastique et dont on ne sait pas si ça va tenir et quand est-ce que ça lâchera. Donc temporairement, ça c'est très bien, mais si vous l'utilisez toute l'année, je pense qu'il vaut vraiment mieux utiliser du matériel de qualité pour éviter tout problème. J'ai choisi en ce qui me concerne des contacteurs qui supportent 40 ampères en intensité nominale. Ça peut monter au-delà, hein, bien sûr, jusqu'à 100 ampères il me semble en pic. Donc voilà, j'ai dimensionné ces contacteurs par rapport à ma consommation. Donc attention, si vous avez une plus grosse consommation ou des pics de consommation plus importants, il vous faudra des contacteurs beaucoup plus importants, qui supportent une plus grosse intensité. Au contraire, si vous n'avez pas une grosse consommation, vous n'avez pas de gros appareils électriques, vous pourrez vous contenter de contacteurs avec une plus faible intensité. Évidemment, dès qu'on monte en intensité, plus ça coûte cher. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous tiens au courant du montage, je vous ferai une petite vidéo du fonctionnement de ces contacteurs. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!